Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter la loi numéro 0722 portant sur la création de la Haute Autorité de la Santé, la HAS. Cette loi s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance prévue par le chantier de réforme du système de la santé, faisant savoir qu'il ambitionne la mise en œuvre des dispositions de l'article 32 de la loi cadre numéro 0622 relative au système national de santé. Aussi, il vise la création de la HAS en tant que personne morale de droit public qui assure la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé, aussi l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base l'AMO et l'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés. Donc, dans cette présentation, on va voir 6 chapitres. Premièrement, dénomination et objet. Deuxièmement, les attributions. Troisièmement, organisation et gestion de la HAS. Quatrièmement, organisation administrative et financière de la HAS. Cinquièmement, ressources humaines. Sixièmement, dispositions diverses et transitoires. Donc, chapitre 1, dénomination et objet. Sous le nom de Haute Autorité de Santé, il est institué une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière ayant son siège à Rabat dénommé dans la présente loi l'autorité. Donc la HAS exerce son activité dans le respect des valeurs telles que la rigueur scientifique, l'indépendance et la transparence. C'est la raison pour laquelle il est institué d'une personne morale ou personnalité morale, aussi de l'autonomie financière, c'est-à-dire qu'ils bénéficient des ressources dont ils peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi qu'on va voir après. Aussi, son siège est à Rabat. Donc, l'autorité contribue dans le cadre de ses compétences à assurer la continuité de l'action de l'État dans le domaine de la santé et s'acquitte notamment de la mission de, premièrement, surveillance technique de l'assurance maladie de base obligatoire. Et c'est très important de savoir l'explication de cette mission-là parce que la HAS va remplacer l'Agence nationale de l'assurance maladie. Parmi ses prérogatives, l'encadrement technique de l'AMO, l'évaluation périodique des médicaments et des produits de santé, et aussi évaluer la qualité des services des établissements de santé des secteurs publics et privés, c'est-à-dire le rôle principal est de garantir la continuité du service de l'État dans le secteur de la santé. Aussi, il va exprimer une opinion sur les tendances générales et les politiques ou les politiques publiques dans le domaine de la santé à court, moyen et long terme. Par exemple, il doit assurer le suivi et l'évaluation des données pandémiques ainsi que l'évaluation des programmes relatifs à la lutte contre les maladies et la réalisation de recherches et d'études. Donc, il va se mettre des suggestions et des recommandations. Chapitre 2, les attributions. Premièrement, on va voir l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base. Aussi, veiller à la préparation des moyens de régulation de son système dans le respect des dispositions législatives et réglementaires y afférentes. À cet effet, l'autorité est chargée de. Premièrement, on va voir les attributions liées à l'AMO avec la participation à la gestion des régimes de l'AMO par veiller en concertation avec l'administration, bien sûr. Deuxièmement, superviser les négociations en vue de la préparation de conventions nationales, c'est-à-dire que ces conventions nationales qui constituent un moyen privilégié de partenariat entre les organismes gestionnaires qu'on a cités, de l'AMO et les professionnels de santé en vue de permettre à la population assurée l'accès aux soins reconnus de qualité médicalement requis. Ils sont conclus sous l'égide de plusieurs intervenants bien sûr. C'est proposer à l'administration
les mesures nécessaires pour réguler le système d'AMO de base. Sachant que la loi numéro 6500 portant code de la couverture médicale de base institue une assurance maladie obligatoire de base qui est fondée sur le principe contributif et la mutualisation des risques, mais avec le concours des différentes parties prenantes. Donc l'autorité il va participer à l'élaboration d'un cadre législatif et réglementaire régissant la couverture médicale de base et notamment en matière de règles prudentielles et d'organisation financière. D. Apporter un soutien technique aux organismes de gestion. Et c'est très important de savoir que ce soutien technique, donc il va faciliter les garanties pour les assurés et leurs membres de famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, parce que la couverture des risques et frais de soins de santé liés à une maladie ou à un accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle, va entrer dans la prise en charge qui correspond à un taux du tarif conventionnel qui diffère d'une caisse de gestion à une autre. Assurer l'équilibre financier global entre les ressources et les dépenses pour chacun des régimes d'AMO. C'est-à-dire, en tant qu'adhérent, vous deviez vous acquitter d'une cotisation dont le montant est établi selon vos revenus et votre secteur d'activité, soit par exemple public ou privé. Donc, le régime de la couverture médicale de base est financé par des cotisations salariales et des contributions patronales. Donc, le taux de cotisation pour chaque sous-régime et pour chaque catégorie des assurés est fixé par décret ou sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance maladie obligatoire, mais maintenant à l'aide de l'autorité financière, donc il va assurer un certain équilibre financier global. Aussi, normaliser les moyens de gestion de l'AMO de base et les documents y afférents. Aussi, tenir à jour les informations statistiques sur l'AMO. Deuxièmement, l'évaluation de la qualité des services fournis dans les établissements de santé des secteurs publics et privés et des conditions de prise en charge médicale des patients, c'est-à-dire de présenter une analyse sur des déterminants de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé publics et privés et pose aussi les principes de leur utilisation pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et pour la régulation des activités de soins. Troisièmement, accréditation des établissements de santé des secteurs publics et privés sur la base d'indicateurs, de normes et de références nationaux déterminés par l'autorité. Et cette accréditation est liée aux indicateurs de qualité et de sécurité de soins afin de donner une valorisation aux ressources humaines et aussi à l'établissement comme sorte de motivation aux promotions. Quatrièmement, l'évaluation périodique des médicaments, des produits de santé et des actions des professionnels de santé sur la base de leur efficacité et de leur faisabilité. Parce que c'est très important d'évaluer les médicaments parce que la prise en charge médicamenteuse est un processus complexe qui repose sur l'organisation du circuit de médicaments. Celle-ci doit prendre en compte dans sa mise en œuvre les facteurs humains et organisationnels sur la base de leur efficacité et de leur faisabilité. Cinquièmement, suivre, analyser et évaluer les données épidémiologiques, c'est-à-dire que l'évaluation épidémiologique ne doit présenter que les caractéristiques de la preuve appuyant la conclusion qui est formulée, c'est-à-dire que les facteurs à considérer sont présentés dans le suivi ou l'analyse de l'AS, Haute Autorité de Santé, pour faciliter l'examen exhaustif de la preuve, c'est-à-dire de répondre à toutes ces questions épidémiologiques qui doivent être formulées bien sûr. Sixièmement, évaluer les programmes relatifs à la lutte contre les maladies.
c'est-à-dire accorder un rang de priorité plus élevé aux maladies, soit transmissibles ou non transmissibles, dans les activités liées au développement, au niveau national bien sûr, et intégrer la prévention et la lutte aux politiques de l'ensemble du territoire sanitaire. Septièmement, réaliser des études et des recherches dans son domaine de compétences, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du Parlement. Parce que la HAS possède l'ensemble des mécanismes pour faciliter les études, soit d'évaluation sanitaire, qui peuvent être considérés comme un processus d'acquisition de connaissances parce qu'ils ont un ressource humaine qualifiée, bien sûr. Donc, ils peuvent identifier le problème, lui donner des définitions, aussi la collecte systématique des données, l'examen approfondi et aussi l'interprétation des résultats avec l'adoption de mesures correctives. 8. Élaborer des manuels et des références relatives à la formation continue du personnel de la santé. Parce que la formation continue doit avant tout satisfaire aux exigences du système de santé, qui à son tour doit s'accorder aux besoins de la population. Donc cette formation doit également répondre aux désirs des agents de santé d'entretenir et de parfaire leur qualification professionnelle. 9. D'assurer la médiation dans son domaine de compétences des litiges qui lui sont soumis par les professionnels de la santé. Donc la médiation point de vue de l'AS est un processus de résolution amiable des conflits par lequel les parties sont amenées à négocier en présence d'un médiateur qui est l'AS bien sûr, les tiers au conflit, grâce aux échanges et à la médiation. Donc le médiateur va tenter de solutionner le litige qui les oppose. Pour la réalisation des attributions qu'on a citées, donc l'autorité peut publier les avis, les rapports, les recherches et les études effectuées chaque fois qu'il le juge utile conformément aux dispositions de la présente loi. Aussi, l'autorité peut conclure des contrats ou des accords de partenariat avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétences. Il peut aussi statuer sur les demandes de médiation dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de remplissage du dossier de candidature. Ce délai est réduit à 20 jours si l'urgence et ses motifs sont soulevés par les dits requérants. Aussi, l'autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à ce dernier des projets de texte législatifs ou réglementaires en suspens dans son domaine de compétences. Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relevant de son domaine de compétences qui lui est soumis par le gouvernement. L'autorité propose au pouvoir public de mesurer des mesures à prendre pour prévenir toute menace pour la santé de la population. Elle reçoit des données et des informations qui facilitent l'accomplissement de ces tâches à leur demande par l'ensemble des administrations publiques, collectivités territoriales et organismes publics et privés. Et avant la fin de mars de chaque année, la Commission prépare un rapport contenant les résultats de ses activités pour l'année précédente ainsi que des propositions et des recommandations visant à améliorer la qualité des services des institutions de santé. Le président de la commission soumet le dit rapport à Sa Majesté le Roi et le transmet au Premier ministre selon l'ancienne appellation de la Constitution précédente, mais maintenant le chef de gouvernement après la Constitution de 2011. Aussi au président de la Chambre des conseillers et président de la Chambre des représentants. Le rapport est publié par tous les moyens disponibles, y compris le bulletin officiel, et fait l'objet d'une discussion au Parlement. Maintenant, on va passer
chapitre 3, organisation et gestion de l'autorité. Donc ici, les organes de l'autorité se composent d'un conseil et d'un président. Donc le conseil comprend, outre le président, les membres suivants. On a ici 5 membres permanents qui sont des vice-présidents et de 10 conseillers, et que les membres du conseil, y compris le président, sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Aussi, les membres du conseil doivent, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution, présenter une déclaration écrite des biens et avoirs en leur possession, directement ou indirectement, dans les conditions et modalités prévues par la loi. C'est-à-dire que toute personne élue ou désignée exerçant une charge publique doit établir, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonction, en cours d'activité et à la cessation de celle-ci. Maintenant, on va passer aux fonctions de membres permanents du Conseil. C'est-à-dire que ces fonctions-là, ils sont incompatibles avec tout mandat électoral. C'est-à-dire que l'incompatibilité du mandat électoral et les fonctions du membre permanent vise à assurer la pleine disponibilité du membre dans la réalisation des tâches liées à l'autorité, bien sûr. Aussi, ces fonctions, elles sont incompatibles avec toute fonction publique. Troisièmement, toute activité définitivement terminée qui génère des profits limiterait l'indépendance des membres. Dernièrement, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise de santé. C'est-à-dire, pour l'application de la présente loi 07-22, un titulaire de fonction publique, mandat électoral ou activité générant du revenu ou avoir intérêt direct dans une entreprise de santé se trouve en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle. On parle ici de fonction de membre permanent qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel de façon irrégulière, bien sûr, ou de limiter sa disponibilité comme étant un membre permanent du Conseil. Il mit fin aux fonctions des membres du Conseil dans les cas suivants. On a ici 4 cas dans lesquels l'émission ou les fonctions des membres du Conseil prennent fin. Premièrement, à l'expiration du mandat. Deuxièmement, par le décès du membre. Troisièmement, par démission volontaire qui doit être adressée au président du Conseil et prend en effet à compter de la date de nomination d'un remplaçant pour le membre démissionnaire. Quatrièmement, par dérogation confirmée par le Conseil saisi par son président ou le cas échéant par un vice-président dans les cas suivants. L'incapacité physique ou mentale permanente qui empêche définitivement le membre d'exercer ses fonctions. Perte de la jouissance des droits civils et politiques. La non-participation sans excuse valable à 3 sessions consécutives du Conseil. Dernièrement, l'exercice d'une activité ou l'acceptation d'une fonction incompatible avec le statut de membre du Conseil. Aussi, le remplaçant des membres du Conseil est nommé au moins 15 jours avant l'expiration de leur mandat régulier et leurs successeurs en cas de décès, de démission volontaire ou d'exemption sont nommés dans les 15 jours suivant la notification de l'événement à l'autorité. C'est-à-dire qu'on a un délai de 15 jours avant de nommer un remplaçant du membre de conseiller qui a cessé ses fonctions suite aux critères de cessation qu'on a déjà cités, avant l'expiration de leur mandat régulier. Aussi, les membres du conseil d'administration nommés en remplacement de membres dont le mandat a expiré, pour quelle raison,
que ce soit avant leur terme normal, achèvent la période restante du mandat de leur successeur. Le gouvernement est représenté au Conseil par un délégué du gouvernement nommé par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale compétente. Aussi, le délégué du gouvernement assiste aux sessions du Conseil avec voix consultative et peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de ces réunions. C'est-à-dire que ce délégué de gouvernement est chargé de rendre compte des travaux du Conseil ou de l'autorité, plus généralement d'exercer une mission d'information sur les activités de l'autorité et transmettre les informations, les programmes, les plans d'action liés au domaine de la santé gérés par le chef de gouvernement, bien sûr. Donc, le Conseil dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité. En particulier, il doit, premièrement, examiner et approuver les documents, programmes et projets qui lui sont soumis par le président dans le cadre des tâches assignées à l'autorité en vertu de la présente loi. C'est la même chose aussi pour les conseils qui gèrent les autres établissements et organes de la santé, par exemple les groupements sanitaires suite à la loi 0822. Deuxièmement, établir le programme annuel d'activité de l'autorité. Ce programme qui va regrouper les activités sur une année et ces activités reliées entre elles visent des objectifs intermédiaires contribuant à l'objectif global de l'autorité. Bien sûr, approuver le règlement intérieur de l'autorité, c'est-à-dire approuver un document créé qui édicte certaines règles de conduite dans l'autorité et aussi les sanctions encourues. On peut dire qu'il précise exclusivement les règles applicables au sein de l'autorité en matière de santé, de sécurité et de discipline. Ratifier la structure organisationnelle de l'autorité et aussi ratifier le statut des employés de l'autorité, décider des projets de partenariat nationaux et internationaux qui relèvent du mandat de l'autorité, c'est-à-dire de décider des partenariats de projets pour soutenir un événement plus ponctuel ou une action exceptionnelle de l'autorité sur un temps plus défini. Par exemple, le partenaire de service ou en nature, le soutien peut alors prendre la forme d'échange de services ou d'un prêt de matériel ou par exemple un prêt de l'expertise. Aussi de déterminer le budget annuel de l'autorité, c'est-à-dire l'ensemble des comptes qui dérivent ou décrivent pour une année civile toutes les ressources et toutes les charges de l'autorité des autres intervenant bien sûr directement dans l'élaboration de ce projet, aussi approuver le rapport annuel de l'autorité et les rapports administratifs et financiers qui lui sont soumis par le président. Se prononcer sur le rapport du commissaire aux comptes et sur chaque rapport d'audit. Décider de l'acquisition, de la vente et de l'échange des biens immobiliers. Fixer les règles et les modalités de conclusion des transactions dans le respect des principes fondamentaux énoncés dans les textes législatifs et réglementaires relatifs au marché public. Aussi décider de l'accréditation des établissements de santé visés à l'article 3 ci-dessus. Nommer les membres du comité scientifique sur proposition du président de l'autorité. Pour les réunions de conseil, on va dire que le conseil se réunit chaque fois que nécessaire et au moins 2 fois par an, à l'initiative de son président, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié de ses membres. Aussi pour la validation des délibérations du conseil, la présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire on n'a pas atteint la moitié des membres, une deuxième réunion est convoquée auquel cas le conseil délibère avec les membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, le camp dans lequel se trouve le président prévaut.
Le président du conseil peut inviter à assister à ces travaux à titre consultatif toute personne dont il juge l'avis utile. Le règlement intérieur de l'organisation détermine les modalités du fonctionnement du conseil. Maintenant, on va passer au président du conseil. C'est le président qui gère et administre les affaires de l'autorité en tenant compte des pouvoirs conférés au conseil d'administration par la présente loi. À cet effet, il, premièrement, ordonner la réception des ressources et des dépenses de l'autorité et peut, le cas échéant, désigner des assistants chargés des décaissements conformément au texte réglementaire relatif à la comptabilité publique. Il peut aussi présider le conseil et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il gère les intérêts de l'autorité et gère ses ressources humaines et financières. Aussi, il représente l'autorité auprès de l'État et de toutes les administrations publiques ou privées et auprès des tiers. Il représente l'autorité devant la justice et peut intenter toute action en justice pour défendre les intérêts de l'autorité. Aussi, le conseil est proposé aux fins de leur nomination les experts qui sont membres du comité scientifique visé à l'article 24. Aussi, il prépare le projet du budget de l'autorité et le soumet à l'approbation du conseil d'administration. Il prépare aussi le projet de statut des agents de l'autorité et le soumet à l'approbation du conseil. Il élabore le projet de règlement intérieur et le soumet au conseil pour approbation. Donc, le président de l'autorité est assisté d'un secrétaire général. Sous l'autorité du président, le secrétaire général, il coordonne les travaux des différents services de l'autorité et exerce tous les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par le président. Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du président. Le décret de nomination précise également sa rémunération. L'autorité est dotée d'un comité scientifique présidé par le président de l'autorité et composé de membres choisis par le conseil en son sein et d'experts désignés par ce dernier pour leurs compétences scientifiques dans le domaine de la santé et de sessions sur proposition de président. Le comité scientifique est spécialisé dans toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil, notamment le suivi des crises sanitaires et la proposition des mesures et procédures appropriées pour les surmonter. Deuxièmement, la réalisation d'études et de recherches sur des sujets spécifiques, de sa propre initiative ou à la demande du conseil. Troisièmement, l'étude des développements scientifiques dans le domaine de la santé et l'information du conseil à ce jour. Chapitre 4. Organisation administrative et financière de l'AAS. Donc, le budget de l'autorité se compose de, premièrement, les ressources. Donc, ces ressources sont soit les subventions financières accordées par l'État, soit un prélèvement uniforme sur les cotisations et contributions dues aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dont le pourcentage est déterminé par un texte réglementaire. Aussi les revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'autorité, les recettes liées à ces activités et les subventions financières provenant de toute institution ou organisme national ou international, public ou privé, à condition qu'ils ne proviennent pas d'un organisme ou d'une institution privée entrant dans le champ de compétence de l'autorité, notamment les associations et les établissements de santé pharmaceutiques du secteur privé. Aussi, parmi ces ressources, on a les dons et ligues. Les dépenses. Donc, les dépenses de l'autorité sont les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et d'investissement et autres dépenses liées aux missions confiées à l'autorité. Et aussi un comptable public rattaché à l'autorité par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances exerce auprès de l'autorité les fonctions dévolues au comptable public par les lois et règlements en vigueur. L'exécution du budget de l'autorité est soumise au contrôle du Conseil supérieur des comptes.
L'autorité donc dispose d'un organe d'audit interne. C'est très important d'avoir un organe d'audit interne qui est chargé de contrôler le respect par les différents services de l'autorité des normes et procédures liées à ses activités. Cet organe informe régulièrement le président de l'autorité des résultats de ses travaux et présente un rapport sur sa mission à chaque réunion du conseil d'administration. Chapitre 5. Les ressources humaines. Donc, pour mener bien les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'autorité dispose des ressources humaines suivantes. Premièrement, des employés recrutés conformément au statut des employés de l'autorité. Deuxièmement, les fonctionnaires attachés à l'autorité conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Troisièmement, les fonctionnaires mis à sa disposition nonobstant toute disposition contraire. Dernièrement, l'autorité peut également faire appel à des experts employés dans le cadre de contrats pour effectuer des tâches spécifiques pendant une période déterminée. Chapitre 6. Dispositions diverses et transitoires. Donc, les agents titulaires, stagiaires et contractuels en service à l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés de plein droit à l'autorité. Ils restent soumis aux dispositions de statut des agents de l'Agence nationale de l'assurance maladie jusqu'à la ratification du statut des agents de l'autorité. Donc, la durée des services accomplis par les agents titulaires, stagiaires et contractuels au sein de l'ANAM est considérée comme si elle avait été accomplie au sein de l'autorité. En ce qui concerne le régime de pension et le régime d'assurance maladie obligatoire de base, les intéressés continuent à être affiliés aux caisses et organismes auxquels ils cotisaient à la date de leur transfert. Aussi, l'autorité va bénéficier d'un patrimoine mobilier et immobilier et aussi les documents qui sont transférés à l'autorité tels que les archives et tous les documents administratifs et financiers en possession de l'ANAM, à l'exception de ceux relatifs au système d'assistance médicale, c'est-à-dire RAMED. Deuxièmement, l'État met gratuitement à la disposition de l'autorité les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les biens meubles et immeubles appartenant à l'ANAM à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Troisièmement, l'autorité se substitue à l'ANAM dans tous ses droits et obligations, c'est-à-dire les transactions ainsi que les contrats et accords conclus par l'ANAM avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Aussi, l'autorité doit régler les transactions, accords, contrats conformément aux termes et conditions qu'il contient. Dernièrement, les actions de quelque nature qu'elles soient liées en fonction de la dite agence, c'est-à-dire l'ANAM. Et d'après l'article 35 de la loi 07-22, la dénomination Haute Autorité de Santé, l'AHAS, remplace la dénomination ANAM, c'est-à-dire Agence nationale d'assurance maladie, dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Et d'après l'article 36, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au journal officiel ou au bulletin officiel de tous les textes réglementaires nécessaires à son application. Aussi, toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, c'est-à-dire les dispositions de la section 6 du livre 1 de la loi 6500 sur l'assurance maladie obligatoire de base à mot de base, telles que modifiées et complétées, sont abrogées à compter de la dite date. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci beaucoup et n'oublie pas de poser les questions nécessaires pour la compréhension du vidéo ou de cette loi, et n'oublie pas aussi de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés, et merci beaucoup.